Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. On fait classique ce soir. Et ben voilà. Alors ce soir, je peux vous dire que ça va être une soirée qui va décoiffer. Si vous avez, comment dirais-je, des difficultés à accepter les choses inhabituelles, il faut peut-être mieux écouter une autre radio ce soir, vous voyez, parce que ça va être nouveau et intéressant. Mais en attendant, on va vous donner les informations générales, comme on le fait toutes les semaines. Il y avait un papier superbe hier dans Le Monde. C'était un papier sur l'interview du général Badr, qui est le ministre de l'Intérieur égyptien. Alors, c'est la bande à Badr. La bande à Badr. Alors, le général Badr a été interrogé par des journalistes qui lui ont demandé ce qu'il pensait de Khomeini. Alors, il a dit, ça n'engage que lui d'ailleurs, il a dit Khomeini est un chien. Et puis il a dit, oh pardon, je m'excuse pour les chiens, je veux dire que Khomeini est un cochon. Alors le chef de cabinet du général Badr, qui je le rappelle est ministre de l'Intérieur égyptien, c'est-à-dire qu'il vit lui dans un pays musulman, il ne vit pas en France à l'abri derrière des palais élyséens, il vit dans le pays où ça se passe. Et le chef de cabinet du général Badr a dit, le général veut dire que l'ayatollah Khomeini est un fanatique. Alors le général Badr a dit, non, je ne veux pas dire que c'est un fanatique, si j'avais voulu dire que c'est un fanatique, j'aurais dit que c'est un fanatique, je veux dire que c'est un cochon. Voilà. C'est quand même pas mal. Je trouve qu'il y a des gens qui ont un certain courage, même si on ne partage pas forcément leurs opinions. Non, parce qu'on peut rappeler que c'est quand même du tueur de chrétiens, ça. Hein. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que dans un pays musulman, un général musulman a le courage de dire une chose pareille, alors que pendant ce temps-là, en France, en Angleterre, en Allemagne, tout le monde se met à plat ventre devant le monsieur cité plus haut. Voilà, je voulais donner une petite leçon de courage. Oui. Ça y est, je peux parler à Roland Gaucher? Allô? Oui. Oui, Roland, bonsoir. Je t'appelle pour te dire, bon, j'ai des renseignements... Alors, tu es à l'antenne, là, je te précise, hein? Bon, qui viennent de me parvenir. Bon, mais finalement, j'attends d'avoir des compléments d'information avant de faire quoi que ce soit. Mais il faudrait peut-être me dire de quoi il s'agit, parce que là, on en a trop dit ou pas assez à nos auditeurs? Le sujet dont je t'ai parlé. Voilà, bon, alors... Non, si tu veux, les exemplaires seraient finalement parvenus, par conséquent... je te demande de ne rien faire avant que... D'accord, ok. Merci Roland. Des informations complémentaires. Entendu. Voilà. Bonsoir. Auprès de nos auditeurs. Bien, alors vous avez compris qu'il n'y avait rien à comprendre, parce qu'il y a eu un malentendu. C'est-à-dire que Roland ne savait pas qu'il était à l'antenne. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en ce moment, il y a des grèves dures dans le livre, au NMPP, et on ne sait pas si le journal est ou n'est pas distribué. Alors j'avais demandé à Roland de m'appeler pour me dire si le journal était ou n'était pas distribué. Mais le journal, c'est National Hebdo. National Hebdo, oui, c'est ça. Mais il n'est pas le seul frappé par ces grèves. Et il n'a pas saisi qu'on était en direct à l'antenne. Il m'a donc parlé à mots couverts, puisqu'il pensait que tout le monde était au courant de quoi il s'agissait. Alors, c'était pas un malentendu, c'était un bien entendu. Trop bien entendu. Donc voilà, le problème, c'est que on ne sait pas si le journal sera dans les kiosques demain matin. Et j'en profite pour vous dire que le meilleur moyen d'avoir votre journal, c'est de s'abonner. Parce que, bien entendu, vous me direz, quand il y a des grèves des postes, on l'a pas. Oui, mais à ce moment-là, vous pouvez l'acheter en kiosque, et puis vous nous le dites, et on prolonge l'abonnement d'autant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Une auditrice nous fait savoir que, à 2 reprises, le Figaro a publié les pourcentages en voix, pourcentages totalisés en voix au cours des élections municipales, en disant la gauche plus les écolos font 42% des voix, et la droite plus le Front National font 57% des voix. Ça a été publié 2 fois dans le Figaro, nulle part ailleurs, mais apparemment... En une de présent, oui, le lundi matin, mais enfin bon. Excuse-moi, je voulais dire nulle part ailleurs en kiosque. Ah d'accord. Mais je ris parce qu'en même temps je lis un message à côté. Mais apparemment Chirac et compagnie ne lisent pas le Figaro. Ils ont tort, ils devraient lire le Figaro. Il y a des informations, ils doivent lire Présent aussi d'ailleurs. Mais Présent leur dit que Chirac obéit à des influences secrètes. Allons. C'est pas secret du tout là. Je vous signale que demain, il y a un duel sur la 5 entre Pierre Chaunu, que vous connaissez peut-être si vous écoutez Radio Courtoisie, et si vous n'écoutez pas Radio Courtoisie, vous n'êtes pas en train de m'entendre, donc ce que je dis ne vous concerne pas du tout, entre Pierre Chaunu et Monsieur Vauvel, qui est historien lui aussi. Et le sujet, c'est « Faut-il commémorer la Révolution de 1789 ?» C'est Vauvel et Consonne, je peux te dire. Ah bon? Ouais. Pourquoi il sonne beaucoup? Oui, c'est un artiste flamboyant. Très bien, c'est intéressant. 15 artistes contemporains professionnels de l'école de l'école française exposent du samedi 18 mars au mardi 28 mars 1989. Je vous conseille d'aller assez rapidement voir cette exposition parce que du train où vont les choses, c'est probablement une des dernières expositions qu'on peut intituler sans risquer
la sanction violente des organismes spécialisés professionnels de l'école française. Parce que je vous rappelle que récemment, un magazine qui s'appelle, si je ne m'abuse, Tribune Juive, avait menacé des pires représailles un restaurant qui avait eu la mauvaise idée d'inscrire sur sa vitrine, restaurant français. Il avait dit, si on ne fait pas, si ce monsieur ne supprime pas immédiatement cette mention de sa devanture, on le poursuivra devant les tribunaux. Alors, donc pour l'instant, on peut encore parler des peintres de l'école française. Dans quelques mois, dans quelques années, dans quelques semaines, je sais pas, il faudra parler des professionnels de l'école. Voilà, on aurait vu encore même. Ah non, ça colle plus. Tu sais que la médaille de la famille française ne s'appelle plus la médaille de la famille française. S'appelle la médaille de la famille. Bientôt, elle s'appellera la médaille, parce que la famille aussi, ça va devenir quelque chose de cochon, parce que je vous rappelle que. Et médaille, ça va faire trop décoration, ils la supprimeront. Donc on appellera ça la. Le travail aussi. Donc, oui, le travail, ça. Alors, c'est pas médaille du travail français. Du 18 mars au 28 mars, 15 artistes contemporains professionnels de l'école exposent à la chapelle Saint-Léonard, le Prieuré, Grand Rue à Croissy, sur Seine. Vernissage le vendredi 17 mars, mais ça n'a aucun intérêt puisque c'était il y a plusieurs jours. Voilà. Alors, il y a une chose, je reçois beaucoup de lettres et d'appels téléphoniques pour me demander ce qu'est TV Plébiscite. Oh là. Alors, TV Plébiscite, c'est une opération sympathique, oui, qui a été lancée en vue de réunir tous les gens qui commencent à en avoir ras la frange de la cochonnerie à la télévision. Et alors mes auditeurs et nos lecteurs nous disent, mais qu'est-ce que c'est que TV Plébiscite? Alors je me suis renseigné, et TV Plébiscite, c'est organisé par Avenir de la Culture. Ah, Avenir de la Culture, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, pas savoir. Donc j'ai vérifié qu'est-ce que c'est, et j'ai appris que c'était l'organisation, alors là tu vas m'aider, Travail, Famille, Patrie, non Travail, Famille, Propriété. Voilà, qui est de source brésilienne. Qui est d'origine brésilienne. Alors là-dessus, je ne me prononcerai pas. On a écrit le pire et le meilleur, je sais pas. Non, mais moi je sais pas. C'est un peu comme les gens là du, comment tu appelles? Du POE. Edgar Poe. Oui, Edgar Poe. Donc je sais pas, je peux pas vous dire si c'est bon ou mauvais. Ce que je crois comprendre, c'est qu'en gros ils sont pas de gauche. Ça paraît quand même assez clair. Ils veulent Travail, faire famille, propriété. Oui, c'est pas quand même des principes absolument gauche. Ils veulent faire le ménage à la télévision, on peut pas être contre. Hein. Ils demandent des sous pour ça. Voilà. Si vous avez des sous à dépenser, envoyez-les dons à la Radio Courtoisie. Tu vois, ça fait longtemps qu'ils demandent des sous. Ça fait longtemps qu'ils demandent. C'est une campagne qui dure depuis 2 ans. Ah bon? Alors, voilà. Bon, envoyez donc des sous à la Radio Courtoisie si vous voulez absolument dépenser de l'argent. Je passe ça à qui est intéressé. Enfin, j'en aurais parlé. Je vous annonce également la sortie de la feuille d'information légitimiste, qui est particulièrement chère à mon cœur. C'est le petit journal le petit journal, ça vient d'ailleurs, pas un pied, un vrai journal, de Daniel Amiche, dont le gros titre est Alphonse II est mort, vive Louis XX. Je vous informe de la sortie de ce journal pour plusieurs raisons. La première, c'est que il publie une prière à réciter pendant 7 semaines en faveur de Monseigneur le Duc d'Anjou et de Bourbon, chef de la maison de Bourbon, futur Louis XX, qui se dispose à recevoir le sacrement de confirmation. C'est d'abord une très très belle prière qui a été rédigée spécialement pour la circonstance. On peut se la procurer dans un format portefeuille ou missel en écrivant à la SASDA 10 avenue Alphonse XIII 75 016 Paris. Et je vous indique également que la SASDA distribue des petits autocollants très rigolos à mettre sur les autos, ou partout d'ailleurs, partout où c'est légal, est-il précisé, dont le texte est Vive Louis XX. Voilà, bon, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Benoît certainement j'en ai parlé. Je voudrais vous signaler un livre qu'il faut absolument acheter et faire acheter. On en parlera beaucoup plus longuement par la suite, mais je voudrais en signaler l'existence dès ce soir. C'est un livre qui vient de paraître aux éditions Œil, Office d'édition, d'imprimerie et de librairie. Ce livre s'appelle Amère pilule. Il est du docteur Helen Grant, qui est un médecin londonien, et la préface est du professeur Lucien Israël. Alors de quoi parle ce livre? Il parle de la pilule, nom du contraceptif chimique le plus largement utilisé. Cette pilule est-elle vraiment sans danger? 20 ans après, c'est à cette question souvent éludée que ce livre apporte une réponse sérieuse parce que fondée sur l'expérience. Celle du docteur Helen Grant est d'autant plus solide qu'elle a été associée de très près aux recherches et au développement de la contraception chimique en Grande-Bretagne dès 1961. Sa conclusion est claire. Non, la pilule n'est pas sans danger et son usage régulier est un facteur toujours important, sinon déterminant dans le déclenchement de nombreuses pathologies qui touchent les femmes de plus en plus jeunes.
En février 87, page 79, Science et Vie révélait un scandale pharmaceutique en Grande-Bretagne. Alors là, écoutez bien. Le responsable des tests officiels sur l'innocuité à long terme des contraceptifs oraux a admis que ces travaux avaient été truqués, qu'il s'agisse de travaux sur l'animal et d'observations sur l'être humain. Les références scientifiques sont invérifiables, les tests ayant servi à la publicité des produits. Alors, ça c'est un bouquin formidable parce qu'il explique que le problème de la pilule, c'est pas un problème moral, c'est pas un problème de curé, c'est un problème de santé publique. C'est-à-dire que la pilule c'est un médecin qui l'écrit, c'est pas moi qui le dis, la pilule est un produit extraordinairement dangereux. Ce livre, bien que préfacé par le professeur Lucien Israël, est étouffé, totalement étouffé. Aucun média n'accepte d'en parler, parce que naturellement, il ne rame pas dans le bon sens. Il faut absolument l'acheter, parce que c'est un livre de salubrité et santé publique. Il faut le faire acheter, il faut le lire et le faire lire. C'est un livre très important, dont l'importance est considérable. On est en train de nous tuer de l'intérieur avec ces histoires-là. On est en train, avec l'avortement, de tuer les enfants à naître. On est en train, avec ces saloperies contraceptives, de tuer les femmes, de les rendre malades. Et c'est peut-être surprenant d'entendre un homme parler de ça. Alors, généralement, c'est plutôt les femmes qui parlent de ça, c'est vrai. Mais après tout, nous, ces femmes-là, ce sont nos femmes, nos mères et nos filles. Et je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit d'en parler aussi. Hein. Je vous dis, c'est très très important de faire lire ce livre. Je vous rappelle le titre. On en parlera beaucoup plus longtemps avec des médecins. On va faire une soirée là-dessus. Amère pilule de Hélène Grant, préface du professeur Lucien Israël. La préface est aussi intéressante que le livre. Elle est très courageuse, il faut le dire, parce que c'est un sujet en France qui est très dangereux. Quand vous pensez que le 8 mars dernier, comme le racontait Caroline Parmentier dans Présent d'hier, il y a eu la journée des femmes où Madame Barzac, les États généraux des femmes, Madame Barzac a considéré que le mouvement de libération de la femme avait trouvé son fanion avec l'IVG. On peut peut-être citer la phrase parce que c'est pas très long. Elle a donc déclaré dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, Michel Barzac, qui est, il faut le rappeler, cité un exemple de femme accomplie, à la fois femme politique, médecin et mère de famille. Après les victoires et les progrès de la contraception, de l'avortement et de la fécondation in vitro, après cet accès total à la liberté de choisir sa vie, sa maternité, il reste encore bien des lieux à conquérir. Aujourd'hui, on a trop tendance, quand on parle des femmes, à parler de politique familiale. Or, 40% des femmes vivent seules ou en concubinage et travaillent. Je comprends que quand on parle de famille, les femmes aient envie de mordre. Ça rejoint la médaille de la famille dont tu parlais tout à l'heure. La famille, pour Madame Barzac, est déjà capoute. La famille est déjà une chose interdite. Il ne faut pas en parler. C'est une cochonnerie. Donc on reparlera, voilà, on a déjà des auditeurs qui recommandent Amère pilule. C'est bien de le recommander, mais il faudrait le commander et le recommander, c'est ça que je voulais dire, le faire commander à des amis. Amère pilule, édition Œil, office d'édition et d'imprimerie et de librairie. Donc on en parlera plus longuement prochainement. Et puis, oui, tu veux dire quelque chose, Alain? Je voudrais dire 3 petites choses. D'abord, signaler que la semaine dernière, nous avions fait une émission sur le 19 mars et que la manifestation contre la FNACA, le PC et le FLN a bien eu lieu sur les Champs-Élysées, que les manifestants pieds noirs et amis des pieds noirs ont été sauvagement matraqués, emmenés au commissariat, et notre ami Bernard Coll, qui était là la semaine dernière, a terminé a passé toute la nuit. Il a été emmené menottes poignets et gardé par les dignes descendants des mobiles qui à Alger ou à Oran matraquaient déjà du pied noir. Donc voilà. Alors, il y a un éditeur qui m'a écrit, et je vais vous lire sa lettre parce que je la trouve belle. Ça s'intitule Histoire des graffitis. C'est une réponse à des appels qu'on a reçus pendant les émissions d'auditeurs nous demandant d'expliquer ce que signifiaient tous ces graffitis qu'on appelle des tags. Je sais pas, on appelle, enfin que eux appellent des tags. Alors voilà ce que nous écrit cet auditeur. Le goût pour les mystères élémentaires est tout ce qui subsiste de notre très ancienne religiosité fondatrice. Je pense que c'est un sujet qui peut intéresser mon invité de tout à l'heure. Voilà que le verbe se faisant graffiti, nos contemporains s'interrogent sur l'origine des nouveaux stigmates d'honnêtes citoyens, honnêtes puisqu'écoutant Radio Courtoisie, s'émeuvent, s'inquiètent, reviennent à la charge au détriment d'un ordre du jour si difficilement maintenu, ça c'est vrai, et en voient partout, même au Brésil. Puis-je vous aider à les définir? Mais bien sûr, monsieur. Le phénomène, répond donc ce monsieur, est d'origine nord-américaine, comme tout ce qui émerge chez nous et y prend racine. Perçu et assimilé par nos protozoaires de banlieue après 10 bonnes années d'incubation, il explose. À l'origine, les prolétaires de l'identité new-yorkaise, dépouillés de tout, y compris de leur ombre, de leur reflet par un capitalisme cuistre, unificateur et ravageur, se sont mis à bomber les flancs des wagons de métro de logos gigantesques. Ils allaient jusqu'à s'introduire de force et de nuit dans les dépôts de rames pour préparer leur conquête.
Fureur matinale des bandes rivales, surenchère, surimpression, massacre. La littérature fantastique américaine en fit un thème essentiel, héros du graphe, peignant leur nom sur les nuages. Ne rêvons plus, dans notre petite France, les murs ne servent de champ d'écriture vengeresse qu'aux homoncules de l'idéologie dominante, organisés en gangs sataniques, essentiellement composés de beurs, antillais et depuis peu tamouls, sans oublier les émules indigènes, élèves occasionnels de nos collèges. Ce déferlement fait le bonheur des grands chefs de tribus cosmopolites qui y voient un très efficace instrument de nivellement mondial, les graphes en question synthétisant miraculeusement les résidus d'écriture arabes, asiatiques, hindous, en une prise de possession de nos murs, de nos métros, de nos véhicules et bien d'autres de nos fronts, marqués comme pour le bétail de l'empreinte des maîtres. C'est un joli texte, hein. C'est signé Théodore d'Adrien. Je ne sais pas si c'est un pseudonyme, c'est un beau nom aussi, Théodore d'Adrien. C'est un nom qu'on peut garder en mémoire. Qu'on peut marquer sur les murs. Voilà. Donc, vous savez maintenant ce que sont ces griffes ou ces graphes et ces glyphes et ces tags. Mais bon, c'est pas passionnant, je trouve. Non, mais c'est pas passionnant, mais c'est du voyou, hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si vous en trouvez un dans le métro, et les homoncules de bandes. Voilà. Eh bien, je voudrais, pour finir, faire une chose que je ne fais jamais, c'est vous recommander la lecture d'un de mes articles. Parce qu'après tout, il n'y a pas de raison. Ça n'arrive jamais sur Radio Courtoisie, puisque je suis le seul à pouvoir parler de moi, et j'en parle jamais parce que j'ai été bien élevé par ma maman. Mais quand même, j'ai fait un article, je ne suis pas mécontent, dans un journal qui s'appelle Présent, et on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus longtemps. C'est un article sur la cathédrale d'Évry. Vous savez qu'il y a un projet de cathédrale à Évry. Les plans de cette cathédrale, les projets de cette cathédrale montrent que c'est pas autre chose qu'une opération de franc-mac. Et tu le démontres sur une pleine page. Voilà. Il faudrait peut-être que tu donnes la date du journal, parce qu'il est paru il y a déjà quelques jours, c'est samedi dernier. Alors c'est le Présent du 18 mars 1989. Voilà. Vous pouvez venir vous le procurer à présent, l'acheter à présent, et c'est un article à conserver au fur et à mesure que va monter cette cathédrale. Je crois qu'il faut s'organiser pour qu'elle ne monte pas, justement. Je pense qu'il faut prendre des mesures pour empêcher la construction de ce mausolée maçonnique. Des mesures, attention, je dis ça pour les braves gens qui nous écoutent. Ouais. Je parle de mesures d'ordre strictement légal, bien évidemment. Je veux dire tout de suite que si quelqu'un s'amusait à envoyer une bombe lacrymogène dans le visage d'un ouvrier qui tomberait sur une colonne tronquée, d'un échafaudage en forme de triangle, je n'y suis pour rien, vous voyez, je n'appelle pas tout ça. Je dis simplement il faut s'organiser. Et tu crois que ce sont des francs-maçons qui vont manier la truelle carrément? Oh non, c'est jamais les francs-maçons. C'est parce qu'ils sont spéculatifs maintenant, les maçons, ils sont plus opératifs. Enfin, on expliquera ça un jour. On va maintenant écouter de la musique et puis nous donnerons tout de suite la parole à notre invité de ce soir. Je pense qu'on ne va pas s'ennuyer pendant une heure. Bien, après cette petite douche musicale, nous voilà en forme pour attaquer le gros du débat, le sujet fort de ce soir. Vous avez remarqué que depuis quelques mois, on nous répète que vraiment, il n'y a plus de tabou, que vraiment la liberté d'expression, la liberté de publier, la liberté de s'exprimer doit être totale pour tout le monde, qu'il n'y a plus de blasphème. Les tribunaux ont décidé que M. Scorsese avait parfaitement le droit de blasphémer le Christ, c'est-à-dire d'injurier les catholiques sans que ça n'entraîne aucune conséquence, ça a été dit. Les tribunaux ont reconnu qu'il s'agissait d'injures adressées aux catholiques, mais ont précisé que ça ne méritait pas de réaction. Il s'est passé la même chose pour M. Salman Rushdie. Et récemment, on a assisté à la publication d'un manifeste signé par 40 personnalités du spectacle, qui étaient naturellement bien placées pour évoquer ce genre de problème, parce que maintenant, c'est vrai que la conscience universelle est le parfait décalque du showbiz. Donc un manifeste de 40 personnes appelant au respect de la liberté d'expression et interdisant toute manifestation, protestant d'avance contre toute manifestation, violente ou non violente d'ailleurs, contre quiconque oserait publier quoi que ce soit sur n'importe quel sujet qui serait de nature à déplaire à quelqu'un. Alors moi je suis assez... Mon vieux côté ultralibéral n'est pas choqué par ce genre de situation. C'est vrai qu'avec Jean Ferré, on a proposé il y a quelques semaines, ou quelques mois plutôt, de définir ce qu'on avait appelé un territoire du sacré. En disant, écoutez, on peut admettre que les gens soient choqués par certains aspects de l'expression, de la libre expression, par certains phénomènes d'édition, par certains films
On peut admettre que ces gens-là soient choqués, mais à ce moment-là, tout le monde doit pouvoir se défendre, c'est-à-dire que les chrétiens doivent avoir leur territoire du sacré qui est intouchable par les autres, que les musulmans doivent avoir aussi ce territoire sacré, que les Israélites doivent avoir leur territoire sacré, et comme ça tout le monde sera content, il n'y aura pas de territoire, il n'y aura pas d'invasion des uns chez les autres. Et ça a été naturellement traité par la dérision, il n'est pas question de porter la moindre atteinte à la liberté d'expression. Alors j'ai décidé ce soir que puisque liberté d'expression il y a, puisque fin des tabous il y a, puisque rejet de toutes les interdictions il y a, eh bien nous allons marcher main dans la main avec les ennemis des tabous et les défenseurs de la liberté d'expression. Et comme en général je ne fais pas les choses à moitié, j'ai invité le professeur Robert Forisson à ce micro. Professeur Forisson, bonsoir. Bonsoir. Je dois dire que votre arrivée dans ce studio m'a causé une des grandes surprises de ma vie, parce que je ne vous connaissais pas, je ne vous avais jamais vu, on s'est parlé 1 heure au téléphone à propos de cette émission, mais j'avais lu beaucoup de choses sur vous. J'avais lu certains de vos ouvrages, mais surtout j'avais lu beaucoup de choses sur vous. Et je m'attendais à voir rentrer quelqu'un, je ne dirais pas avec des sabots et une queue fourchue, c'est pas ça, mais je m'attendais à voir rentrer un petit homme grisâtre, l'air extrêmement méchant probablement, et j'ai vu rentrer un homme très souriant. Je trouve que vous êtes un homme lumineux, c'est-à-dire que j'ai toujours pensé qu'il y avait des gens qui irradiaient de la lumière et des gens qui absorbaient la lumière. Vous faites partie de ces gens qui irradient. Et c'est une impression très curieuse d'avoir en face de soi quelqu'un qui est le nouveau Satan, pratiquement, et qui est lumineux, qui a un beau sourire, qui a des beaux yeux un peu étonnés, en tout cas très curieux. Je vous regardais tout à l'heure lire Le Monde, avec une espèce de pétillement du regard de l'homme qui est à la recherche de la perle dans un fatras de papier imprimé, et c'était un spectacle assez impressionnant. Alors vous êtes un exégète, c'est-à-dire que votre métier c'est de lire les textes et justement de découvrir les perles. C'est peut-être ce qui explique ce petit regard à la fois amusé, curieux et lumineux. Mon métier à proprement parler est celui de critique de textes et documents. C'est-à-dire que je m'efforce de comprendre les textes, d'en saisir le sens exact, de dégager le faux sens, le contresens, d'une part, et le sens à proprement parler, d'autre part. Vous conviendrez que c'est un métier un petit peu étrange, parce que quand quelqu'un écrit quelque chose, en général, c'est parce qu'il veut être compris. Donc il fait tous les efforts possibles et imaginables pour être compris complètement. Et ce qui est extraordinaire, c'est de penser qu'au bout de la chaîne, il y a quelqu'un dont le métier est de déchiffrer ce qui ne devrait pas être déchiffré, puisque ça devrait être compréhensible immédiatement. Vous avez raison de parler au conditionnel, ça devrait être ainsi, mais nous savons tous que ce n'est pas ainsi. C'est un métier, c'est en quelque sorte, vous êtes en quelque sorte la quintessence de l'universitaire. Parce qu'on ne peut pas être plus universitaire que vous ne l'êtes, c'est-à-dire on ne peut pas imaginer un métier qui soit plus universitaire que celui qui consiste à déchiffrer des textes et à essayer d'en tirer la substantifique moelle, comme disait Rabelais. Ça devrait être le travail de l'universitaire, parce qu'il devrait vérifier le sens de tout ce qu'il lit. Lorsque nous avons affaire à un texte français, nous autres Français, nous sommes portés à croire que nous en saisissons le sens, que nous comprenons les mots les uns après les autres, la structure des phrases. Mais en réalité, j'estime que nous devrions, lorsque nous étudions un texte, nous efforcer de le traiter un peu comme un texte qui serait écrit en latin, en grec, en chinois, en hébreu. Tout texte est à relire. Et toute vérification est à revérifier. C'est certainement un travail qui est difficile, qui peut être rébarbatif, mais qui souvent est récompensé. Alors j'ai insisté sur le fait que vous êtes un universitaire parce que je vais vous demander ce soir de pratiquer avec nous un exercice dont vous n'avez forcément pas l'habitude, parce que les universitaires ne font jamais ça, ils ont l'habitude de se cacher ou de se laisser cacher derrière leurs textes, derrière leurs travaux. Je vais vous demander au contraire de sortir de cet anonymat fameux pour nous expliquer, pour nous faire découvrir qui vous êtes. Parce que ce que j'ai constaté, et je le disais tout à l'heure, la façon dont j'appréhendais de vous rencontrer, j'appréhendais pas au sens de la peur, mais au sens de la prévision en quelque sorte, montre que en fait on ignore tout de vous. Vous avez dit dans une interview à Radio Renaissance récemment que
vous êtes tellement célèbre, enfin, vous n'avez pas dit ça de cette façon-là, mais l'idée était là, vous êtes tellement célèbre que votre nom a donné naissance à un verbe forissonné, à un adjectif forissonien, à un néologisme forissonisme, voire même forissonnerie. Ça, c'est en général, c'est péjoratif. Naturellement péjoratif, ça c'est certain, mais ça c'est la célébrité par excellence, si j'ose dire. Et en fait, cette célébrité, on s'aperçoit qu'elle cache complètement l'homme que vous êtes, c'est-à-dire un homme qui mesure 1m75 et doit peser 65 kg ou 68 kg. 70 kg, tout habillé, tout mouillé. Ça, c'est quelqu'un de vivant, et je trouve que c'est intéressant de savoir qui vous êtes, qui est ce personnage vivant qui n'apparaît pas seulement à travers la signature de ses travaux. On y viendra après à ces travaux, mais avant je voudrais savoir qui est le personnage. Alors je voudrais savoir quel âge vous avez, de quelle origine vous êtes, quelle origine sociale, de quelle origine familiale. Je veux bien répondre directement à votre question. Je sais que ça ne vous plaît pas, ce genre de choses, mais je crois que c'est nécessaire. Je crois franchement qu'il y a trop longtemps qu'on parle de Forisson sans savoir qui il est. Alors maintenant on va dire clairement qui vous êtes. Mais ne pensez-vous pas que les auditeurs aimeraient d'abord savoir ce que je dis, ce que disent les révisionnistes? Eh bien, en une phrase, peut-être. Bien sûr. Je n'ai même pas posé la question parce qu'il me paraissait évident que vous étiez connu de nos auditeurs. Mais vous avez raison de me rappeler à l'ordre. Donc, qui êtes-vous professionnellement? Vous êtes en quelque sorte, on a dit, le maître, le chef de ligne, le chef de l'école révisionniste. Alors, qu'est-ce que le révisionnisme? Alors, le révisionnisme, c'est le fait de gens qui estiment qu'il faut procéder à une révision profonde, dans le cas particulier de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et cette révision signifie qu'il faut se méfier de l'histoire fiction, qu'il faut se méfier de ce que la propagande a pu dire. La propagande, c'est de la haine et c'est du mensonge. Alors, essayons de savoir ce qui s'est passé exactement. Personnellement, je m'intéresse surtout à l'histoire des camps de concentration et à la question juive. Ma conclusion, au bout de bien des années de travail, rejoint celle de Paul Racinier et d'un grand nombre d'auteurs révisionnistes étrangers. Ma conclusion, je vais vous la dire en une phrase, qui est très courte et qui est la suivante. Mais je vous demande d'être attentif à chacun des mots que j'emploie. La voici. Les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des Juifs forment un seul et même mensonge historique. Qu'est-ce que cela veut dire, un mensonge historique? Cela ne veut pas dire que ceux qui croient à ces choses mentent. Cela veut dire que les gens qui reproduisent cette légende sont victimes de cette légende. Ceux qui croient que Néron a incendié Rome ou que Napoléon a incendié Moscou, je ne les traite pas de menteurs, je dis qu'ils ont été abusés. Et je voudrais que l'on comprenne bien que lorsque je dis chambre à gaz, je ne parle pas des camps de concentration, qui bien sûr ont existé, qui existent depuis le début des sociétés humaines, qui existent encore aujourd'hui. Je ne parle pas des fours crématoires, dans lesquels on mettait des cadavres, et qui étaient particulièrement nécessaires dans des endroits qui étaient ravagés par des épidémies. Donc, pas de confusion, s'il vous plaît, avec les camps de concentration, pas de confusion avec les fours crématoires, pas de confusion avec les chambres à gaz de désinfection. Et enfin, quand je parle du génocide des Juifs, je veux dire par là qu'il n'y a jamais eu d'extermination des Juifs. Il suffit d'ailleurs de regarder autour de soi pour voir que les Juifs n'ont pas été exterminés. Et je dis que chambre à gaz et génocide sont deux choses qui sont liées étroitement. En effet, vous ne pouvez pas imaginer un système de destruction, plutôt une destruction systématique, qui serait le génocide, qu'on appelle Shoah, Holocauste, etc., sans un système de destruction. Donc l'arme privilégiée dont les Allemands se seraient servis seraient ces abominables abattoirs chimiques où on aurait fait entrer hommes, femmes, enfants, pour les exterminer. Il faut bien comprendre que la chambre à gaz, c'est en quelque sorte le pilier central de la religion de l'Holocauste. Voilà, j'en ai terminé pour ce qui est de la thèse principale des révisionnistes. Bien, alors on reviendra sur ces questions dans la suite de notre conversation. Oui, parce qu'il s'agit de savoir comment on a pu arriver à cette conclusion. Je crois qu'il y a un autre problème qui se pose. En tout cas, moi, la question que je vous poserai, ce n'est pas comment, c'est pourquoi. Mais on va y venir plus tard. D'abord, je voudrais que vous nous disiez qui vous êtes.
Parce que, je précise la raison pour laquelle je vous pose cette question. Parce qu'il y a sur vous, je l'ai dit, une ignorance totale. Personne ne sait qui vous êtes. Et le peu qu'on en dit est généralement faux. Et je voudrais qu'on dise la vérité sur ce que vous êtes réellement. Alors, j'aimerais que vous nous disiez, et encore une fois, je vous demande pardon d'insister là-dessus, je crois que c'est important, je voudrais que vous nous disiez qui vous êtes en tant qu'homme. D'où êtes-vous, où êtes-vous né, quelles ont été vos études, quel âge avez-vous, quelles sont vos origines familiales. Vous m'avez appris, par exemple, une chose que j'ignorais mais qui est intéressante, parce que elle apporte sur votre personnalité une information, c'est que vous êtes à la fois britannique et français. C'est exact, j'ai la double nationalité. Alors voilà, c'est ce genre de choses que j'aimerais savoir de vous. Bon, bien, je répondrai aux questions précises que vous m'avez posées. Vous m'avez demandé mon âge, j'ai 60 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis professeur d'université, mais je n'ai plus le droit d'exercer depuis 1979 à cause précisément de mes opinions en matière de révisionnisme. J'étais à l'université victime de ce que les communistes appellent un Berufsverbot, une interdiction d'exercer sa profession. Berufsverbot, c'est l'interdiction professionnelle en Allemagne. C'est ça. Parce qu'aucun pays n'est aussi dur pour les révisionnistes que la République fédérale d'Allemagne. Alors, pour continuer, j'habite Vichy, et quelquefois on dit, bien sûr, Florisson habite Vichy. Bon, depuis 1957. Je ne vois pas pourquoi Vichy serait la seule ville de France qui vous serait interdite, d'ailleurs. Ensuite, j'ai été professeur à la Sorbonne, j'ai été maître assistant à la Sorbonne, puis j'ai été maître de conférence, enfin professeur, à l'université Lyon 2. Et mes ennuis ont commencé le 16 novembre 1978. Alors, avant ces ennuis, vous étiez un universitaire des plus classés, vous avez fait des travaux, notamment de relecture de Rimbaud, qui ont atteint une grande célébrité. C'était en 1961, j'ai publié un texte qui s'intitulait « A-t-on lu Rimbaud ?» Je voulais dire par là, beaucoup de gens parlent de Rimbaud, lui consacrent des livres, l'ont-ils vraiment lu, ligne à ligne et mot à mot? Et j'ai donc été en quelque sorte révisionniste en littérature avant de l'être en histoire. Je n'ai inventé aucune méthode, et j'ai simplement voulu revenir à une méthode que tout le monde préconise mais que tout le monde ne pratique pas. Et si par exemple j'ai un poème de 126 mots, je souhaite comprendre un à un les 126 mots et faire le total et essayer de voir ce que cela signifie littéralement. Ensuite, vous en aurez le sentiment que vous voudrez. C'est ainsi que j'ai commencé à propos de Rimbaud. Et à propos de Rimbaud, j'ai découvert qu'on avait écrit des textes, des commentaires, et qui étaient métaphysiques pour moi, et il s'agissait de textes qui n'avaient rien à voir avec la métaphysique, et qui étaient même manifestement de l'invention d'un jeune homme de 17 ans, qui était assez préoccupé, par exemple, par l'idée de la femme. C'était le cas dans Voyelle, qui était à lire comme Voix-elle, tout en rime féminine. Ça, c'est la langue des oiseaux. Chez un universitaire, c'est quand même assez surprenant, cette référence à ce que Charrière appelle, pas seulement Charrière d'ailleurs, ce que les alchimistes appellent la langue des oiseaux. Ah, je ne sais pas ce que c'est que la langue des oiseaux. C'est ça, c'est voyelle, oui, où on dit que, par exemple, la langue des oiseaux révèle le fait que les enfants qui s'appellent René sont souvent les deuxièmes nés d'une famille où le premier enfant est mort. Bon, ça c'est un domaine que je ne connais pas. Alors je n'en parlerai pas. Vous voyez, vous pratiquez quand même la langue des oiseaux involontairement. Peut-être. Est-ce que vous avez été révisionniste dans votre existence propre? Je vous pose cette question, c'est une question un peu sibylline, mais je veux dire par là, est-ce que, par exemple, le fait que vous apparteniez à l'Union des athées est le résultat d'une révision personnelle de votre éducation religieuse, ou est-ce que vous n'avez eu aucune éducation religieuse? J'ai eu une éducation religieuse. Je n'ai même eu qu'une éducation religieuse jusqu'à l'âge de 17 ans. Et puis, j'ai procédé à une révision. Alors ça m'intéresse beaucoup, parce que quelle est la décision qui vous a engagé sur cette voie? C'est une décision personnelle? C'est une situation? Qu'est-ce qui fait qu'un homme de 17 ans, un jeune homme de 17 ans, décide de réviser d'un seul coup ce qu'il a appris depuis sa naissance, dans son milieu familial, dans son milieu scolaire? C'est une question à laquelle je n'aimerais pas avoir à répondre ce soir si ça ne vous ennuie pas. J'aimerais en venir au sujet. J'aimerais vous demander quand même, parce que autant je peux comprendre que sur les textes de Rimbaud,
on puisse être révisionniste, qu'on puisse être révisionniste en histoire, mais sur quels matériaux avez-vous été révisionniste quant à vos croyances religieuses? Parce que là, je vous ai dit, c'est un sujet politique. Vous savez, ce qui m'a conduit dans cette affaire, c'est la curiosité. Et alors, je peux vous dire comment, bien entendu, voilà, j'ai eu cette idée-là. Le problème de la curiosité. La mythologie nous apprend que la curiosité a conduit quelqu'un à ouvrir la boîte de Pandore, d'où se sont échappés des tas de problèmes. Mais finalement, c'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez ouvert la boîte de Pandore. Je n'ai pas été le premier. Il faut toujours se rappeler que l'un des premiers a été Paul Racinier, qui d'ailleurs, soit dit en passant, était vraiment un homme de gauche. Il a même été député socialiste. Il a été déporté. Il a beaucoup souffert dans les camps de concentration à Buchenwald et à Dora. Mais lorsqu'il est revenu, Paul Racinier a dit « J'ai souffert, mais je veux être exact dans le récit de mes souffrances. » Et je vois que beaucoup de gens autour de moi ne sont pas exacts. J'ai certainement des comptes en quelque sorte à régler avec l'Allemagne, mais ce n'est pas parce que ce pays est mon ennemi que j'ai le droit de mentir à son propos. Donc, à l'origine, vous avez par exemple Paul Racinier, mais vous aviez aussi George Orwell. Il a même été en quelque sorte le premier après la guerre, parce qu'il y a eu des révisionnistes, je dirais même pendant la guerre, des gens qui n'ont pas cru du tout à l'extermination des Juifs. Et ils ont été nombreux. Il y a eu un révisionnisme aussi sur la Première Guerre mondiale, qui a été mené d'ailleurs par les socialistes en général, pendant l'entre-deux-guerres, puisqu'on a là battu en brèche toute la propagande qui prétendait que les Prussiens coupaient les bras des enfants, coupaient les seins des nourrices, etc. Il y a eu donc une poussée révisionniste de l'entre-deux-guerres. Oui, il y a eu un besoin de rectifier, et ce que je demande, c'est qu'on agisse de même après la Seconde Guerre mondiale, et qu'on puisse le faire avec la même liberté qu'après la Première Guerre mondiale. Lorsque des gens comme Jean Norton Crue ou de Martial se sont engagés dans cette voie-là, ils ont rencontré beaucoup de difficultés. Et en particulier, ils ont bien entendu trouvé sur leur chemin la Ligue des droits de l'homme, qui a toujours persécuté la libre recherche dans ces domaines. Eh bien, ce que je demande, c'est qu'aujourd'hui, nous puissions faire comme ont fait ces gens-là. Et la politique n'a rien à voir avec ça. Je rencontre des gens qui sont d'extrême droite et qui quelquefois me remercient de ce que je fais. Je leur dis, mais moi je ne fais pas ça du tout pour l'extrême droite. D'autres me disent merci pour Dieu, car eux croient en Dieu. Je dis, mais je ne fais pas ça pour Dieu. D'autres me disent merci pour l'Allemagne. Je ne le fais pas pour l'Allemagne. D'autres me disent merci pour Pie XII. Je ne fais pas ça pour Pie XII. D'autres me disent ah ben, je comprends maintenant que Winston Churchill, que Roosevelt, que De Gaulle et que Staline n'aient jamais parlé des chambres à gaz. Je le comprends maintenant. Ils n'ont pas à être désignés, comme le fait M. Simon Wiesenthal, au Simon Wiesenthal Center de Los Angeles, comme des complices d'Hitler. Je le comprends maintenant. Mais il se trouve que je ne le fais pas pour ça. Je cherche à être exact. Et c'est très difficile à faire comprendre aux gens. Je ne cherche pas à faire plaisir, comme on dit communément, à Pierre ou à Paul. Maintenant, si ça contrarie certaines personnes, j'en suis désolé pour ces personnes, mais ce n'est pas ça qui me fera changer d'avis. Là, on arrive quand même au cœur du problème, parce que vous venez de nous dire toutes les raisons qui ne sont pas les raisons pour lesquelles vous avez consacré votre vie. Oui, je devrais vous dire les raisons. Depuis 30 ans, au révisionnisme. Si je peux dire. Mais la question que moi je voulais vous poser, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la question du pourquoi. Parce qu'enfin, mais c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire qu'un homme, à qui la vie sourit. Vous avez dit, vous étiez marié avec des enfants, vous êtes universitaire, vous avez une certaine notoriété pour vos travaux universitaires, et puis un beau jour, pris d'une passion, d'une curiosité passionnelle pour un sujet donné, vous vous engagez dans ce sujet. Et il est évident, quand on vous voit, quand on voit votre regard, quand on lit vos travaux, que vous êtes un homme d'une intelligence exceptionnelle. C'est pas un compliment, c'est une constatation. On n'est pas responsable de son intelligence, ça s'attrape comme les yeux bleus ou les pieds plats. Mais un homme de votre intelligence ne pouvait pas douter une seule seconde, un seul millième de seconde, que dès le moment où il mettrait le nez dans cette affaire, la boîte de Pandore allait lui exploser au visage et allait le défigurer, et peut-être même le tuer. Or, quel intérêt y a-t-il pour l'humanité, pour les hommes, pour la vérité avec un grand V, si tant est que cette bestiole-là ait jamais existé? Quel intérêt y a-t-il pour vous
quel intérêt y a-t-il pour quiconque au monde que vous meniez ce combat qui ne peut vous attirer, et vous en avez le témoignage depuis 20 ans, ou depuis 10 ans en tout cas, que les pires ennuis. Alors, est-ce que vous avez un seul instant dans votre vie mis en balance votre curiosité et les conséquences de cette curiosité? Oui, et je savais, à partir du moment où je me suis engagé dans cette voie-là, que j'en subirais des conséquences certainement graves. Et j'ai pensé aussi que ce serait grave pour ma femme et pour mes enfants. Ça a été, même je dois dire, la seule difficulté qui m'ait fait un peu broncher lorsque j'ai pensé aux répercussions que cela aurait et que cela a eu sur ma femme et sur mes enfants et sur ceux qui portent mon nom. Mais pour répondre à votre question, je vous ai dit que c'était la curiosité, et cette curiosité, je vais vous dire comment elle est née. Elle est née un jour. Un jour, j'ai lu un article au début des années 60 où il était dit qu'en fin de compte, il n'y avait pas eu de chambre à gaz, ni à Dachau, ni à Bergen-Belsen, ni à Buchenwald. C'était une chose maintenant reconnue par notamment M. Martin Brochak de l'Institut d'Histoire Contemporaine de Munich. Et ce monsieur nous disait qu'il ne fallait plus croire à ces chambres à gaz, mais qu'il fallait continuer de croire aux chambres à gaz des camps qui se trouvaient, par exemple, en Pologne, en tout cas dans la zone communiste. Alors, j'ai été bouleversé en lisant cet article, parce que je me souvenais qu'il y avait, paraît-il, des quantités de preuves, d'aveux, de confessions à propos des chambres à gaz de Dachau. Et c'est ainsi que j'ai commencé à étudier cette question. Et puis j'ai poursuivi. Pourquoi ? J'ai poursuivi parce que cela me passionnait. C'est aussi naturel que pour un oiseau, je ne sais pas, de chanter, pour une feuille de pousser. C'est votre côté britannique Sherlock Holmes qui s'est senti titillé par ce mystère? On me le dit souvent, oui. Avant d'aller plus loin, je vous rends la parole tout de suite, mais je voudrais vous demander si, selon vous, l'histoire, la recherche historique a un rôle éthique, un rôle moral. Est-ce qu'il y a une morale dans l'étude de l'histoire? Je ne me préoccupe pas du tout de cela. Est-ce que vous vous préoccupez des aspects, je reviens au mot, moraux de votre travail? Non. Mais pour quelle raison? Eh bien, je ne sais pas. J'estime que si je découvre quelque chose qui me paraît exact, et je ne dis pas vrai, j'estime que je dois le dire, que c'est naturel de le dire. Donc, et qu'il n'est pas naturel qu'on fasse obstacle. S'il y a des obstacles, j'essaye de les contourner. Vous êtes de ceux qui pensent que toutes les vérités sont bonnes à dire? Non, je ne dirais pas que toutes les vérités sont bonnes à dire. Il est manifeste qu'il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire, parce que cela entraîne beaucoup trop de conséquences fâcheuses. Mais il se trouve que les vérités que j'ai cru découvrir avec, encore une fois, beaucoup d'autres personnes, j'estime que je dois les dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression que je dois les dire, mais c'est ainsi. Et si on me fait remarquer que cela peut avoir des conséquences graves, je ne vois pas comment on peut dire à quelqu'un « Songez que ce que vous dites est vrai, mais que c'est trop grave ». Je ne l'admets pas. Je pose souvent la question suivante, je dis « À supposer que les chambres à gaz n'aient pas existé, comme je le dis, faut-il le dire ou faut-il le cacher ?» Et la réponse, quand on veut bien répondre à cette question, c'est qu'il faut le dire. Et j'ajoute, eh bien c'est précisément ce que je fais. Alors, on pourrait répondre différemment. On pourrait dire, à supposer que les chambres à gaz n'aient pas existé, comme vous l'affirmez, vaut-il mieux laisser courir le mythe de l'existence, qui après tout perdure depuis 40 ans, sans conséquences dramatiques, ou vaut-il mieux s'opposer à ce mythe, au risque de provoquer un cataclysme, un réveil des haines, un sursaut des antagonismes, comme celui auquel nous assistons aujourd'hui, parce que c'est ça qui se produit. Le résultat le plus clair aujourd'hui du révisionnisme, c'est un raidissement des antagonismes, une exigence de plus en plus violemment proclamée du monopole de la parole pour certains et de l'interdiction de l'expression pour d'autres. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir finalement concouru à cette situation par votre curiosité? Je pense que vous avez raison.
Le fait que je maintienne ce que j'affirme et que je le maintienne comme je le fais contribue probablement à tétaniser l'adversaire. Ça, c'est possible. Mais vous avez parlé d'éthique. Et pour parler plus simplement, vous avez parlé de morale. Eh bien, je vais essayer quand même de vous répondre sur ce terrain-là, puisque ce terrain-là vous plaît. Voici ce que je voudrais vous dire. Est-ce que vous savez que lorsque les gens disent que l'Allemagne s'est rendue coupable de ce crime sans précédent, est-ce que vous savez que si j'ai raison, si nous avons raison, est-ce que vous voyez que c'est une calomnie, que c'est une atroce calomnie, et que nous n'avons donc pas le droit, nous plaçant sur le terrain de la morale, encore une fois, de laisser subsister cette atroce calomnie, à odeur d'argent, je vous le signale tout de suite, puisqu'il y a quand même 4 400 000 personnes à qui la République fédérale d'Allemagne verse des indemnités financières. C'est une calomnie que j'entends en quelque sorte le jour et la nuit. Je ne peux plus pousser un bouton de télévision sans que, à un moment ou à un autre, on me rappelle quelque chose qui pour moi est un mensonge et une diffamation. Alors cette entreprise de diffamation, je ne l'accepte pas. Et je vous ai dit que l'Allemagne en était victime. Je vous demande de vous rappeler ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. C'est une diffamation, figurez-vous aussi, de ceux qu'on a traités de complices d'Hitler, à savoir, par exemple, le pape Pie XII, ou Staline, ou Churchill, ou De Gaulle, ou le comité international de la Croix-Rouge. Bien, je comprends très bien le point moral que vous soulevez. Qui est mais attention, ça n'est pas... qui n'est pas déterminant dans votre action. Pas du tout, ça c'est clair. Mais il y a une chose qui n'est pas niable. Il y a quand même des kilomètres de pellicules, des milliers de témoignages qui affirment l'existence des camps de concentration. C'est-à-dire qu'on a enfermé des gens dans des camps, on les a privés de la liberté et on les a traités de telle façon, vous le disiez tout à l'heure, qu'ils sont morts par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers, ça reste à établir, de maladies ou pour quelque autre raison que ce soit. Donc le problème moral est déplacé. Je dirais qu'il ne se situe pas sur le plan de savoir si oui ou non les Allemands ou les nazis ont voulu gazer 6 millions de juifs. Il se situe sur le point, la question morale, c'est de savoir si oui ou non le Troisième Reich avait initié une politique d'extermination d'une partie de la population mondiale ou de sa population au motif que cette partie de la population appartenait à une race ou à une ethnie donnée. C'est ça le point moral. Alors, ma réponse, d'abord, c'est que jamais l'Allemagne n'a même envisagé l'extermination des Juifs. Ce qu'elle a imaginé, c'est ce que l'on appelle la solution finale. On oublie toujours de dire qu'elle était territoriale. Et ils pensaient mettre les Juifs avant la guerre, par exemple, dans l'île de Madagascar. Ensuite, ils ont envisagé d'autres endroits. Vous savez, l'Allemagne, d'ailleurs, ne se préoccupait pas outre mesure de la question juive pendant la guerre. Elle s'occupait de gagner la guerre contre l'Union soviétique surtout. Bon. Quant aux images dont vous parlez, des kilomètres de pellicules et des témoignages, laissez-moi vous en dire quelques mots. Tout le monde a présent à l'esprit cet ensemble d'images insoutenables, par exemple, prises à Bergen-Belsen. Eh bien, tout le monde le reconnaît aujourd'hui parmi les historiens. Il s'agit d'abord de vues qui ont été choisies, puisque nous avons aussi des vues de gens qui ont été libérés dans les camps et qui étaient en bonne santé. Nous avons ces photos-là. On a insisté sur les autres. Il s'agit de gens victimes des épidémies, tous dans le même état physique, victimes du typhus, de la fièvre typhoïde, de la dysenterie. La meilleure des preuves est la suivante. Lorsque Bergen-Belsen a été libéré, les Britanniques se sont installés là et ont pris soin des gens qui mouraient en quantité. Il en est mort encore, du temps de la présence des Britanniques, 13 000. Il faut que vous sachiez qu'à Dachau, dans les 17 premiers jours du mois de mai 1945, les Américains étant là, il est mort 1515 détenus.
Or, du temps des Allemands, pendant toute l'année 1943, il est mort 1100 détenus. Alors, il ne faut pas abuser de ces images et passer sous silence ceux qui, à la même époque, mouraient dans des conditions atroces. Que faisaient les femmes et les enfants allemands à Dresde, à Berlin, à Hambourg, les Japonais à Hiroshima, à Nagasaki, à Tokyo? Qui a des leçons à donner à qui que ce soit? Il ne faut pas s'engager sur ce terrain de la morale. Personne n'a le droit de donner des leçons de morale en temps de guerre et de parler de crime de guerre, expression qui n'a aucun sens. La guerre est un crime, crime de crime, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'il faut revenir justement à ce qui a été apparemment établi en 1945-46 au procès de Nuremberg et réviser. Il faut savoir comment le procès de Nuremberg a été mené. Moi, j'emploie souvent cette comparaison. Je dis que la guerre, suivie de ces séances du tribunal militaire international, eh bien, ça me fait penser à un combat de boxe. À la fin du combat, vous avez le vainqueur ensanglanté et à terre, le vaincu ensanglanté. Le vainqueur ramasse le vaincu, le remet sur ses pieds et lui dit: si tu t'imagines que c'est fini, tu te trompes. Je t'ai préparé quelque chose. Laisse-moi le temps d'aller au vestiaire, de revêtir la robe du juge, je reviendrai. Je t'ai préparé des lois spéciales, je t'ai préparé un procès, tu auras à rendre compte de tous les coups que tu m'as portés, mais tu n'auras pas le droit en réponse de même mentionner les coups que je t'ai portés. Vous savez, le tribunal de Nuremberg, laissez-moi vous en citer quand même les articles 19 et 21 du statut. Et je vous demande, est-ce que vous accepteriez, vous qui me parlez de morale, d'être jugé par ce tribunal-là, dont je vous fais remarquer en passant qu'il s'appelait Tribunal militaire international, 3 mensonges en 3 mots. Je n'ai pas le temps de faire la démonstration. Article 19. Le tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à l'administration des preuves. Il adoptera et appliquera autant que possible une procédure rapide et non formaliste et admettra tout moyen qu'il estimera avoir une valeur probante. Article 21 qui est bien pire, écoutez-le, et je le dis lentement. Le tribunal ne demandera pas que soit rapportée la preuve des faits de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis. À Nuremberg, rien n'a été prouvé. Les choses ont été tenues pour prouver. C'est si vrai qu'en 1986, M. Klarsfeld, chasseur de nazis, c'est-à-dire chasseur de vieillards et fugitifs, reconnaissait en réponse à la question d'un journaliste de VSD, eh bien qu'on n'avait pas encore publié de vraies preuves, mais seulement des commencements de preuves qui embarrassaient les forissoniens. Donc à Nuremberg, je dis qu'on a commis un acte abominable et que ça doit être révisé. Et la révision, elle commence partout. Alors, professeur, avant d'aller plus loin, je vais vous demander, si vous êtes d'accord, pour qu'on passe 2 minutes de musique, parce que j'ai énormément de questions. Il faut que nous en prenions connaissance. Je ne peux pas en prendre connaissance pendant que vous parlez, parce que je ne pourrai pas vous écouter. Donc il faut que je prenne connaissance de quelques questions pour donner la parole aux auditeurs et pour que vous puissiez leur répondre. Je vous en prie. Bien, professeur Forisson, j'ai pu donc prendre connaissance des questions rapidement. Il y a en gros il y a d'abord des réactions. Les réactions sont de 2 ordres. Il y a des gens qui disent bravo, vous avez bien fait d'inviter le professeur Forisson pour qu'il puisse expliquer. Et puis il y a des gens qui disent cette émission est de très mauvais goût, c'est lamentable. Monsieur, cette émission sur le révisionnisme devrait être écourtée. C'est un fils de déporté dont la famille a été massacrée qui dit cette émission est tout à fait déplacée, je suis scandalisé. Il est inadmissible que Forisson ait été invité. J'aimerais entendre de Beketch dire que les propos de Forisson sont honteux. Et un autre, vous voyez comme c'est très difficile, je trouve que Serge de Beketch a l'air de ne pas vouloir qu'on dévoile les mensonges accumulés depuis 40 ans. Lucifer est pourtant le père du mensonge. Je me doutais bien d'ailleurs qu'en vous invitant, je n'avais pas me préparer une soirée de tranquillité. Mais je ne vois pas d'ailleurs pourquoi je me serais interdit de vous inviter. Après tout, il n'y a pas encore de loi
qui interdit ce genre de choses. Si, vous croyez qu'il y a une loi qui interdit ce genre de choses? Eh bien, vous savez que d'abord, M. Pasqua, le 20 septembre 87, a dit que ma place était en prison. Alors je ne sais pas si ce ne serait pas l'avis de certains auditeurs, c'est possible. Ensuite, M. Georges Sarr a quand même déposé, le 8 avril 1988, une proposition de loi contre les tenants des thèses révisionnistes. Et il prévoit, pour des gens de mon espèce, de l'espèce de Pierre Guillaume, de Guillonnet et de bien d'autres, de 1 mois à 1 an de prison et de 2000 à 300 000 francs d'amende. Ça serait valable à titre rétroactif pour le camarade Racigné, membre du Parti Socialiste? Bien entendu, Racigné et bien d'autres, et surtout ceux que, par exemple, on a assassinés, ceux qu'on a vitriolés, ceux à qui on a retiré leur emploi, ceux à qui on a retiré leurs titres universitaires, etc., etc. Il y a des gens qui estiment que la liberté d'expression est un bien si cher qu'on ne saurait l'accorder à tout le monde, ou bien encore que le révisionnisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Mais moi, je n'entre pas dans ces discussions-là. Je constate simplement qu'il y a des gens qui sont choqués, et je vais vous dire quand même une chose. Il m'est arrivé assez souvent de rencontrer des gens férocement hostiles au révisionnisme. Et j'ai été étonné de voir que ces gens-là, quelques mois après, prenant connaissance de nos arguments, car nous en avons tout de même, sont passés du côté révisionniste. J'ai l'impression que lorsque j'ai affaire à quelqu'un qui m'est opposé farouchement, j'ai affaire à quelqu'un d'honnête. Et cette honnêteté-là, eh bien, elle peut nous servir après. Car c'est cette même honnêteté qui amènera cet homme extrêmement hostile à reconnaître que nous avons peut-être de bons arguments. Vous voyez, je crois qu'un des gros problèmes de la communication dans ce domaine, c'est que il paraît que les murs ont des oreilles, mais moi ce que je constate, c'est que les oreilles ont des murs. Et ça me paraît beaucoup, beaucoup plus grave. Une dame téléphone en disant qu'elle est outrée par ce qu'elle entend, car elle a eu une amie catholique martyrisée à 25 ans, et qui avait suivi des traitements médicaux dans les camps, et elle dit c'est une honte d'entendre des choses pareilles. Or, je ne sais pas si cette dame était là au début de votre intervention, mais je crois que vous avez précisé de la façon la plus claire que vous ne mettiez pas en doute l'existence des camps de concentration. Bien entendu. Quant à la question des expériences médicales, c'est un chapitre dont je veux bien traiter un jour, mais pas ce soir. Je ne veux pas sauter d'un sujet à l'autre. Je viens ici parler très spécialement de ce que l'on appelle, n'est-ce pas, les chambres à gaz. Je dis qu'il n'en a pas existé une seule, même à Auschwitz. Nos arguments se trouvent être d'ordre essentiellement physique, chimique, topographique, architecturaux, l'architecture des crématoires, et documentaire. Alors, il n'est pas question pour moi de parler d'autre chose. Je voudrais quand même vous apporter une information. Voilà donc 40 ans que nous disions que ces chambres à gaz étaient une impossibilité physique. Laissez-moi vous expliquer un petit peu en quoi elles sont une impossibilité physique. La plupart des gens... Si vous permettez, professeur, avant, je vous donne la parole tout de suite. J'ai dit que je donnais les réactions des auditeurs. Maintenant, oui. Je voudrais poser quelques-unes des questions qui nous ont téléphoné, parce que c'est le principe de l'émission. Vous avez dit au début de l'émission que Orwell était révisionniste. Et les auditeurs nous demandent en quoi Orwell apparaît-il comme un révisionniste. Eh bien, vous lirez cela dans un essai qui a été rassemblé sous le titre général de Notes. C'est, je crois, le 4e volume des essais d'Orwell. Ça date de mai 1945, dans le texte donc anglais, d'une façon très surprenante. Sur une page de gauche, Orwell dit: oh, vous savez, les gens se moquent pas mal en Grande-Bretagne de ce que les juifs allemands et polonais aient disparu. Donc, il parle vraiment en exterminationniste, en quelqu'un qui croit en l'extermination. Et tout d'un coup, en bas de cette même page, il commence à se raviser et il dit: oh, mais les journalistes sont capables de raconter n'importe quoi, il y a des faits qui paraissent tout à fait établis et puis qu'il faudrait vérifier. Et c'est là qu'il a cette fameuse question: est-ce vrai ce que l'on nous dit à propos des, alors il appelle ça en anglais gas ovens, ce qui veut dire four à gaz, mais il est manifeste qu'il s'agit de chambre à gaz. Donc il pose déjà la question.
Il a l'idée que cette propagande de guerre ne s'est pas arrêtée avec la guerre. Autre question, ou plutôt précision, un auditeur nous indique que Pierre Chaunu, qui a son émission sur Radio Courtoisie, a gravement mis en cause vos thèses le mardi 14 mars, et m'invite à vous faire écouter la cassette. Alors malheureusement c'est impossible techniquement aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu écho de cette mise en cause par Pierre Chaunu? J'en ai entendu parler. J'ai vu monsieur Pierre Chaunu en 1982. Je lui ai rendu visite à la Sorbonne. Eh bien, je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, oui, eh bien, vous pouvez me considérer comme un lâche de n'être pas intervenu, n'est-ce pas, au moment des ennuis extrêmement graves que j'ai eus dans l'université et ailleurs. Je suis prêt à dire quelque chose si Amouroux dit quelque chose. Voilà à l'époque ce que m'a dit M. Chaunu. Et je pourrais rapporter ici les propos d'un certain nombre d'historiens qui sont tout à fait au courant des thèses révisionnistes. Je m'en abstiendrai si un jour il m'attaque comme l'a fait M. Chaunu, eh bien je dévoilerai mes batteries. Bien, je vous rends la parole sur le sujet que vous évoquiez avant cette interruption. Oui, je voulais vous apporter une information. Donc depuis très longtemps, nous disions que ces chambres à gaz étaient une impossibilité. Et je reviens à une croyance générale qui est que toute pièce où on se trouve pourrait être une chambre à gaz. Eh bien non. Il ne faut pas confondre un gazage où on cherche à tuer quelqu'un avec un gazage suicidaire ou accidentel, où on peut d'ailleurs provoquer la mort de personnes autour de soi. Dans le cas du gazage homicide, vous voulez tuer quelqu'un sans courir de risque vous-même. Eh bien c'est la quadrature du cercle, surtout si vous utilisez ce que l'on appelle le Zyklon B, qui est en fait un insecticide et qui est de l'acide cyanhydrique. Vous n'entrerez pas dans la pièce comme cela, c'est tout à fait impossible, c'est extrêmement difficile, et vous avez un moyen de le vérifier, c'est de vous renseigner sur ce que sont les chambres à gaz homicides aux États-Unis dans certains pénitenciers. C'est ce que j'ai fait dès 1977-78. Et en 1988, s'est produit un événement extrêmement important. Un ingénieur américain, spécialiste des chambres à gaz, Fred Leuchter, a produit un rapport de 193 pages sur les présumées chambres à gaz d'Auschwitz, de Birkenau et de Majdanek. Il s'est rendu sur place avec toute une équipe et sa réponse définitive est qu'il n'a jamais existé ni pu exister de chambre à gaz dans ces trois camps. Il a rapporté également 32 échantillons qu'il a fait analyser, prélevés dans les prétendues chambres à gaz d'Auschwitz. Je peux vous dire, parce que c'est moi qui l'ai découvert personnellement, ce qu'étaient en réalité ces locaux qu'on a abusivement qualifiés de chambres à gaz. C'était en fait, par exemple, à Auschwitz, camp principal, un dépositoire, c'est-à-dire l'endroit où on met des cadavres, qui pouvaient être des cadavres de détenus, mais d'officiers, soldats allemands également, fonctionnaires allemands ou de leurs familles, dans les crématoires qui se trouvaient dans la pièce à côté. C'était ce que les Allemands appelaient Leichenhalle ou Leichenkeller, dont vous trouvez d'ailleurs l'exacte reproduction intacte dans un camp comme celui de Sachsenhausen au nord de Berlin, où on ne dit pas qu'il y a eu à cet endroit-là une chambre à gaz. Alors, cet événement, c'est-à-dire le rapport Leuchter, a eu lieu les 20 et 21 avril 1988 devant le tribunal de Toronto, au Canada, et vous aurez une idée du contenu de ce rapport si vous lisez le numéro 5 des Annales d'histoire révisionniste publié par Pierre Guillaume. Et j'aimerais d'ailleurs donner la référence de ces annales. Est-ce permis? Bien sûr, nous donnons toujours les références des livres que nous citons. Alors, Annales d'histoire révisionniste, boîte postale 9805, 75 224, Paris, CEDEX 05. 6 numéros ont été publiés. Les 4 premiers numéros, vous pouvez les avoir pour 200 francs et les 4 suivants pour 200 francs. Vous aurez dans le numéro 5 le fameux rapport Leuchter qui est en train d'enlever le sommeil à beaucoup de gens.
Alors, la question que je voudrais vous poser pour terminer, c'est celle du... Je voudrais revenir sur le pourquoi. Nous avons vu tout à l'heure que le révisionnisme est une attitude en face de l'histoire. Pourquoi avoir choisi cette période particulièrement dramatique de l'histoire, particulièrement lourde de conséquences immédiates et très contemporaines, et pourquoi ne pas avoir choisi de soumettre à la grille révisionniste, au crible révisionniste, une autre histoire officielle qui est directement, alors là, l'histoire officielle du peuple français, et qui est celle de la Révolution. Parce que, vous le remarquerez, d'autres le font. Le sujet est d'ailleurs moins dangereux. En tout cas, ma réponse est pourquoi pas. Pourquoi est-ce que je n'examinerai pas ce sujet-là aussi, quels qu'en soient les risques? Mais vous savez, au fur et à mesure que je vois les risques s'accroître, je m'aperçois que je dois être sur la bonne piste. Car si je disais quelques sottises, il est évident que nous ne serions pas traités comme nous le sommes. Comment se fait-il que, par exemple, en près de 11 ans, je n'ai pas pu tenir une seule réunion publique? Mon nom s'est trouvé dans la presse française, des milliers de fois. La Fédération française des sociétés de journalistes a demandé le 1er juillet 1987 une répression judiciaire immédiate contre moi-même et contre les révisionnistes. Comment expliquez-vous cela? Comment se fait-il que ce soit le branle-bas de combat chez Madame Simone Veil, chez M. Clarfeld, chez M. Jean-Pierre Bloch, chez M. Edgar Bronfman? Et enfin, dites, prenons une chose extrêmement simple. Je suis professeur, je n'ai plus le droit d'enseigner, à cause de mon révisionnisme. Savez-vous qui a donné cet ordre? C'est le docteur Marc Aron. Il habite Lyon. Il est le président du comité de liaison des organisations des institutions juives de Lyon. Ce monsieur est venu jour après jour à la tête de manifestants manifester dans mon université et a exigé que Forisson ne revienne plus jamais à Lyon. Eh bien, les ministres de l'Éducation nationale se sont succédés, les premiers ministres, les présidents de la République, et tous subissent la loi de M. Aron. Quand j'ai demandé le 30 mars de l'année dernière à revenir, le président de mon université m'a dit « Il n'en est pas question, car nous n'avons pas les moyens d'assurer votre sécurité. » Je vais vous poser une dernière question, c'est la question d'un auditeur, et qui me paraît résumer parfaitement mes questions à moi, mes interrogations. Cet auditeur demande, y a-t-il eu, oui ou non, persécution des Juifs par les nazis? La réponse est oui. Question. Mais non, ce n'est pas la seule question, car il y a eu des persécutions à travers les siècles, des Juifs ou de quantité d'autres communautés. Les Juifs ne reprochent pas à l'Allemagne spécialement d'avoir mis des Juifs en camp de concentration. Ils savent très bien qu'en temps de guerre, de toute façon, on met en camp de concentration tous les gens qui sont dangereux ou susceptibles d'être dangereux. Ça se fait absolument partout. Je vous préviens que les camps de concentration les plus importants ont existé en fait après la guerre. On ne parle jamais des 14 millions d'Allemands qui ont été déportés. Ça a été la plus forte déportation de l'histoire du monde. Et sur 14 millions, il est probable qu'il en est mort 2 millions. Il est probable qu'il y a eu quelque chose comme 1255 camps de concentration en Pologne pour les Allemands. On leur faisait pas porter l'étoile jaune, on leur faisait porter un brassard blanc avec la lettre N dessus. Bien. Alors, il ne s'agit pas de savoir s'il y a eu simplement persécution. Il s'agit de savoir si on est allé jusqu'à l'extrême, jusqu'à cette chose horrible qui est d'exterminer une communauté, parce qu'elle est comme cela, et puis d'utiliser cette arme abominable. C'est le caractère spécifique. Or, le crime spécifique n'a pas existé, l'arme spécifique n'a pas existé. Il n'y a rien de neuf sous le soleil de ce point de vue-là, de 1939 à 1945. Ce sont les horreurs malheureusement banales, malheureusement classiques de la guerre, et de l'après-guerre dont on ne parle jamais. Alors, notre heure est terminée, je suis navré de devoir achever cette émission par un reproche qui vous est adressé par une auditrice, qui dit « Je suis scandalisé par les propos de M. Forisson à propos de M. Chenu ». Et je voudrais lui rappeler que lorsqu'on a eu l'honneur d'être invité sur une radio qui vous accorde la plus totale liberté d'expression, on n'insulte pas un membre du comité éditorial de cette station, c'est une question de courtoisie.
En quoi ai-je insulté Monsieur Chonu? Pour poser la question à cette auditrice, voilà. Je crois effectivement que le nom de Pierre Chonu a été cité puisque c'était une question d'auditeur. Votre réponse n'était pas évidemment de nature à faire plaisir à Pierre Chonu. C'est une question que je laisserai débattre entre historiens. Je crois que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Je dois dire d'ailleurs que j'ai cherché un historien à vous opposer, entre guillemets, ce soir, et que je n'ai trouvé personne. Mais bien entendu, monsieur, ça c'est le reproche que l'on va vous faire. On va vous dire, mais il fallait opposer quelqu'un à monsieur Forisson. Mais figurez-vous que cela fait 10 ans que nous proposons un débat public. Il existe même de nous un article assez long qui s'intitule « Les révisionnistes proposent un débat public ». Or, personne ne vient se présenter. Alors, il ne s'agit pas là d'une faute de votre part. Je voudrais aussi dire autre chose. Moi, je n'en ai pas tout à fait terminé. Il y a des amateurs de procès. Et les gens peuvent vouloir, par exemple, me faire un procès de plus. Je les préviens qu'ils fassent attention. Les procès jusqu'ici se sont finalement retournés contre ceux qui les avaient intentés. Je suis obligé de rappeler ici une décision de la Cour de Paris de 1983 et un jugement de 1987. En 83, il a été dit extrêmement clairement, alors je voudrais savoir si les gens s'insurgent contre cette décision de justice. La valeur des conclusions défendues par M. Forisson sur le problème des chambres à gaz relève de la seule appréciation des experts, des historiens et du public. C'est une décision du 26 avril 1983. Et enfin, en 1987, le 16 décembre, un jugement a dit que les annales devaient avoir libre circulation car il y avait un débat public entre historiens. Et ce que je demande, c'est qu'il y ait un débat public entre historiens, que les gens aient le courage de venir ici nous dire que ces chambres à gaz ont existé et sur quoi ils fondent cette affirmation dont je dis qu'elle est une calomnie. Je voudrais, encore un mot, vous dire ceci. Vous m'avez à plusieurs reprises demandé pourquoi je m'étais lancé dans cette aventure. Eh bien, un jour, un avocat est venu vers moi et m'a dit « Je voudrais vous aider par tous les moyens possibles ». Je lui ai dit « Je ne vous connais pas. Pourquoi ?» Et il a eu cette formule parce que je considère que le révisionnisme est la grande aventure intellectuelle de la fin de ce siècle. Je n'en connais pas d'autres. Sur le moment, j'ai pensé « Oh, il exagère peut-être ». À la réflexion, je ne trouve pas. Et je ne vois pas d'ailleurs quelle autre aventure intellectuelle vous pouvez vraiment me proposer aujourd'hui. Et connaissez-vous un autre tabou? Eh bien, moi, je n'en connais pas. Cette émission se termine comme elle a commencé. Merci, professeur Forisson. Et puis maintenant, on va terminer pas tout à fait terminer, on va donner la parole à notre nouvel éditorialiste hebdomadaire, qui est Bruno Maigret, délégué général du Front National. Moi, j'aime bien ces éditos. Ils ont un côté un petit peu original, un petit peu nostalgique, vous allez voir. Si vous ne l'avez pas déjà vu, d'ailleurs. C'est clair, les municipales de 89 sont une victoire du Front National, car les résultats du deuxième tour sont venus confirmer et amplifier le succès obtenu au premier tour. Au total, c'est près de 1000 élus dans les municipalités et une première ville conquise par notre ami de Chambrin à Saint-Gilles. Notre objectif est donc atteint. Nous avons constitué ce réseau de conseillers municipaux un peu partout à travers la France. Le premier étage de l'édifice politique que nous construisons est maintenant en place. La première étape de la stratégie de Nouveau Souffle est un succès. Ces élections ont montré ce que nous n'avons cessé de dire, à savoir que les faibles scores des cantonales ou des élections partielles n'avaient pas pour nous de signification politique de fond. De plus, ce vote a démontré que lorsque le Front National se maintient au second tour, ses électeurs le suivent. Pour notre électorat, le Front National est maintenant sa seule et véritable famille politique et le Front National est devenu une force autonome et incontournable. Car cette fois, les choses ont été claires. La politique d'exclusion du RPR et de l'UDF a été durement sanctionnée puisque, faute d'entente avec nous, la fausse droite a perdu Strasbourg, Mulhouse, Avignon, Tourcoing et bien d'autres villes, et ces échecs ont été clairement et justement mis sur le compte
du RPR et de l'UDF et de leur refus d'accords électoraux avec le Front National. La classe politicienne, surtout la pseudo-droite, est maintenant profondément ébranlée par ce scrutin. Elle n'a plus de stratégie pour reprendre le pouvoir. Elle sait qu'elle ne représente plus 50% du corps électoral et elle ne sait plus que faire. Sans accord avec le Front National, elle est battue. Or, la victoire des Noirs, Carignon, Seguin, Maluret rendent ces accords éventuels encore plus difficiles. Le RPR et l'UDF sont pris au piège de leur inexistence politique et le fossé va maintenant se creuser entre eux, conglomérat sans conviction, sans projet et sans identité, et le Front National, déterminé, convaincu, volontaire, organisé et porteur d'une vision d'avenir. Vous venez d'entendre l'éditorial de Bruno Maigret sur les ondes de Radio Courtoisie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie sur 95,6 MHz. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Beketch, diffusé en direct le mercredi 22 mars. Ce libre journal a été réalisé par Patrick Simon. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les 2 cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix global Franco de Port de 130 francs ou 95 francs seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Notez Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris. Ça y est, on est arrivé. Merci de nous avoir suivis jusqu'à présent. Bonne semaine, que Dieu vous garde.